Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de KU News, votre émission d'actualité bimensuelle du monde de l'escalade. Et cette semaine, nous sommes en plein milieu de la saison compétitive internationale et pourtant, on va parler rocher parce qu'il s'est passé quelque chose d'exceptionnel sur rocher. Vous l'avez vu, je l'ai vu et on a très envie d'en parler ensemble. Alors sans plus tarder, on est parti. News numéro 1, vous l'avez vu dans les médias, sur les réseaux sociaux et peut-être même dans votre café du matin, c'est simplement impossible de l'avoir manqué. La semaine dernière, Janja Garnbret, la Slovène reine du circuit de compétition internationale depuis maintenant presque 10 ans, vient d'enchaîner la mythique voie sur rocher, bibliographie 9B+. Et d'ailleurs, tenez-vous bien, puisqu'on a déjà les images de l'enchaînement, les voici. Non bon ok, là c'est une blague de ma part, mais les images, on les a vraiment déjà. Et oui, car une vidéo d'une bonne partie de l'ascension est déjà sortie sur YouTube, sur la chaîne de Kletterzen.com, dont je vous mets le lien en description, avec notamment l'arrivée au relais pleine d'émotions. Attendez, mais Janja elle embauche le même monteur que sur la réalisation pour les Coupes du Monde. Je veux dire, c'est quoi ce cut avec l'assurage de Kramnik? On s'en fout, je veux dire, montrez-nous Janja. Beaucoup d'émotions donc pour Janja, et pour cause, car Bibliographie ce n'est pas n'importe quel 9B+. Bibliographie c'est un 9B+, qui avait été proposé à 9C par son libérateur Alex Megos en 2020. Bibliographie c'est une voie qui n'a été répétée que par 5 personnes avant Janja, uniquement des grimpeurs de 9C voies. Bibliographie c'est le projet historique de Chris Sharma, la grande sœur de Biographie, le premier 9A+ au monde. Bibliographie c'est Ceus, l'un des sites les plus mythiques au monde, et Bibliographie c'était 5 voyages qui auront été nécessaires à la Slovène pour l'enchaîner, au terme d'une performance incroyable. Mais surtout, si cette ascension a provoqué un séisme aussi massif, c'est que Janja dans le 9B+, on l'attendait avec impatience. Alors oui, on savait déjà que Janja était exceptionnelle sur rocher, elle nous l'a prouvé à maintes reprises, notamment au terme d'une année 2025 avec de nombreuses réalisations en bloc, devenant l'une des très rares femmes dans le 8C, et ce avec des temps records. On savait également que Janja était exceptionnelle en falaise, elle l'avait prouvé à de nombreuses reprises, notamment avec plusieurs ascensions de 8C à vue, et même en devenant la première grimpeuse au monde à enchaîner un 8C+/9A flash, mais en termes de performance après travail, la grimpeuse avait un palmarès étonnamment léger. Et si on savait que depuis quelques années déjà, Janja avait mis la volonté d'enchaîner un 9B+, avec des essais dans Bibliographie, jusqu'à présent c'était en vain. Alors tout ça, ça s'explique notamment avec une carrière compétitive ultra intense, mais pas que, et justement dans son post, Janja nous apporte quelques autres éléments de réponse. Avec son post, Janja a expliqué ce qu'on aurait pu lire entre les lignes depuis un moment, à savoir qu'elle avait beaucoup de mal pour se motiver à réellement travailler un projet, et que bien souvent après 1 ou 2 essais, elle finissait par se désintéresser. Et d'ailleurs, je me permets de vous lire la suite de son post, dans laquelle elle décrit son émotion au moment de clipper le relais de Bibliographie. En clippant les chaînes du relais, je ne pensais ni à la cotation, ni aux repères historiques. Je pensais à la chance que j'ai, à la chance d'avoir trouvé une passion qui continue de m'inspirer après toutes ces années. La chance de partager avec des gens qui enrichissent chaque expérience. La chance de continuer à découvrir de nouvelles facettes de moi-même grâce à l'escalade. Waouh, mais la chance de penser ça! Moi je veux dire, quand je clippe le relais d'une voix, ça ressemble plutôt à ça quoi. On n'est pas mort papa, on n'est pas mort papa, on n'est pas mort papa. Enfin bref, après cette ascension, ça y est, Janja rejoint sa rivale américaine Brooke Raboutou au classement des meilleurs falaisistes au monde et la dépasse même au nombre de 9A enchaînés, devant l'autrichienne Angela Hitter, mais aussi et surtout devant une certaine italienne Laura Rogora. D'ailleurs, j'attire votre attention sur ce classement très particulier des meilleurs falaisistes au monde, avec Brooke et Janja qui n'ont aucune voix dans le 9A+ et le 9B, et très peu de voix d'ailleurs au-dessus du 9A, et de l'autre côté l'italienne Laura Rogora qui a 44 voix dans le 9A ou plus, mais aucun 9B+, et d'ailleurs on espère évidemment la voir mettre un jour les mains dedans. Bref, Janja Garnbret qui enchaîne Bibliographie, c'était le feat qu'on rêvait de voir se réaliser, et maintenant que Janja semble plus que jamais la reine de l'escalade mondiale, on ne demande plus qu'une seule chose, voir jusqu'où son règne pourra l'amener. News numéro 2, et aujourd'hui on continue sur le rocher avec une sortie vidéo bien spéciale, celle du falaisiste français Seb Bouin et de son enchaînement del Gran Cabron 9B en Chine. En effet, Seb vient de mettre en ligne sur sa chaîne YouTube un film à propos de son ascension réalisée en février 2025, et si j'en parle dans les news, c'est parce qu'au-delà de la cotation, qui en fait la voie la plus difficile de Chine, c'est un projet qu'on continue de suivre avec Seb, alors que le falaisiste français travaille toujours sa variante située sur la gauche et qui pourrait coter au moins 9B+.
Mais avant cela, il faut remonter à 2024 pour retrouver trace du premier voyage de Seb dans le pays, où il découvrait la grotte de Shengeng, située à Yangshuo, dans la région de Guangxi, au sud de la Chine. Et déjà, directement, en voyant les premières images de la grotte, tout ce qu'on peut dire, c'est... waouh, quoi. Une grotte de calcaire immense avec des poches sculptées par l'eau qui semblent transformer chacune de ses parois en un spray wall géant, et quand Seb dit qu'il faudrait probablement plus d'une vie pour équiper toutes les lignes possibles de la grotte, on le croit aisément. D'ailleurs, pour l'histoire, ce n'est pas Seb qui a équipé El Gran Cabron, ni les premières lignes de la grotte. En fait, quelques mois avant lui, une équipe espagnole constituée de Dani Andrada, David Chambou ou Jonathan Flor était déjà venue mettre les mains sur le calcaire chinois et avait donc déjà équipé quelques lignes d'exception comme El Gran Cabron. D'ailleurs, je vais pas vous expliquer trop en détail la vidéo puisqu'elle le fait déjà très bien elle-même, et c'est justement pour ça que je la trouve aussi bien, c'est qu'on n'a pas seulement un focus sur la voie. On voit notamment Seb partir à la recherche d'autres grottes vierges de la région, équiper d'autres lignes comme Chinographie, construire un pan d'entraînement dans la grotte pour rester en forme entre ses essais dans la voie, et globalement toute l'aventure pour découvrir un nouveau site d'escalade majeur, mais aussi un nouveau pays. Enfin, évidemment, à la fin on retrouve l'enchaînement d'El Gran Cabron, 9B par Seb, qui libère donc la voie la plus difficile de Chine, l'ajoutant à toutes ces autres voies les plus difficiles d'un pays déjà libéré, à savoir DNA 9C en France, Ray de Bering 9A+, au Portugal, The Dream 9B en Albanie, Vidra la Vida 9B en Croatie et anciennement Supreme Jumbo Love 9B+ aux États-Unis, aujourd'hui relégué à la deuxième place derrière Duality of Man, le 9C de Sean Bailey. Et oui, parce que le pire avec ces bois, c'est que c'est pas le mec qui arrive et qui flash ton projet, non, c'est le mec qui arrive, qui t'ouvre ton projet, qui le flash et qui te dit vas-y, débrouille, c'est à toi, je te laisse faire. Et oui, car si ce n'est pas le cas pour plusieurs voies citées ici, il faut se rappeler que Seb est aussi l'équipeur de la majorité de ses projets, donnant à la performance une dimension encore plus extrême. Mais surtout, Seb, depuis quelques années, c'est tout simplement le meilleur falaisiste au monde. En effet, depuis 2021 et son ascension de DNA, Seb est le grimpeur le plus prolifique au monde dans le 9B ou plus, avec pas moins de 14 réalisations entre le 9B et le 9C, dont 3 9B+, un 9C et 10 libérations. Non mais je veux dire, regardez le tableau, c'est pas une liste de courses, c'est un classeur Panini on dirait, et je pense qu'il lui manque plus beaucoup de brillantes. Bref, vous avez compris, cette vidéo m'a mise une belle claque, je vous mets donc le lien en description, en attendant avec impatience les prochaines aventures de Seb en Chine. News numéro 3, et ce week-end avait lieu à Zakopane, en Pologne, une Coupe d'Europe de vitesse. Bon, jusque-là, une Coupe d'Europe de vitesse, j'en aurais pas fait une news, à la limite un reste des news si les Français avaient performé, mais ça, c'était avant qu'il s'y passe un événement inattendu. Il est midi, la compétition démarre par la phase de qualification qui se passe sans encombre. Côté français, Capucine Viglione, 3ème, Manon Lebon 6ème et Louise Fontaine 11ème se qualifient pour la phase finale, tout comme Marceau Garnier chez les hommes et celui qui nous intéresse aujourd'hui, Jérôme Morel qui passe à la 3ème place. On avance un peu, il est alors 14h et quelques minutes, nous arrivons pour le 8ème de finale entre l'Espagnol Miguel Gomez Barrios et Jérôme Morel, les deux grimpeurs s'avancent, le compte à rebours se lance et... Je savais que c'était pas la corde qui les tirait. Et oui, vous l'avez bien vu, les deux auto-enrouleurs, et surtout l'auto-enrouleur de Jérôme, qui est censé s'enrouler aussi rapidement que le grimpeur pour assurer sa sécurité, n'a pas fonctionné, ou plutôt a fonctionné au ralenti, lui laissant du mou de manière beaucoup trop importante. Mais alors, comment c'est arrivé? Apparemment, ce serait à cause du vent. En fait, à ce moment-là, le vent soufflait très fort à Zakopane et c'est ce qui aurait provoqué le ralentissement des auto-enrouleurs. Une raison due à des conditions météorologiques donc, et... c'est terrifiant, je veux dire, des vents forts c'est pas quelque chose de rare, et que l'organisation ait dû attendre qu'un tel événement se produise pour s'en rendre compte, c'est juste horrible. Et oui, puisque à la vue de la vidéo, même si l'auto-enrouleur aurait peut-être rattrapé Jérôme après un gros plomb, ils ne sont pas faits pour supporter ce genre de choc, tout comme le pontet sur lequel on attache le mousqueton d'un auto-enrouleur n'est pas fait pour ça non plus. Alors par curiosité, je suis allé voir dans les manuels d'utilisation des True Blue, qui est un modèle de référence d'auto-enrouleur, s'il y avait des recommandations quant aux conditions météo, mais à l'exception de mise en garde sur l'usure des sangles dans la durée, je n'ai rien trouvé concernant les dangers directs des conditions météo. Enfin, suite à cet incident, le reste
reste de la compétition a été tout bonnement annulé et le classement final a été défini par le classement des qualifications, comme en atteste cette story de Capucine Viglium avec Jérôme Morel, médaille à la main et bien en vie. Du côté de la fédération par contre, aucune communication n'aura été réalisée depuis la fin de la compétition, mais il paraît évident que des mesures seront mises en place pour éviter que cet événement ne se répète, côté fédération, mais aussi du côté des fabricants d'auto-enrouleurs. News numéro 4, et on se retrouve maintenant pour notre petit point de la saison de Coupe du Monde. Alors que l'étape d'Innsbruck est actuellement en cours avec du paraclimbing, du bloc et de la difficulté, il est temps de vous résumer l'étape de Prague qui nous aura offert il y a une semaine et demie la 4e étape de bloc de la saison et la 2e étape de difficulté. Et pour commencer, je vous propose de résumer le bloc masculin où c'est très simple, Sorato Enraku, le japonais, aura remporté sa 4e Coupe du Monde de bloc d'affilée. Avec une victoire aux essais face au coréen Do Yoon Lee, 2e, et au français Mejdi Schalke, 3e, qui avait pourtant parfaitement commencé la finale avec un top d'avance sur ses deux concurrents. Au classement général, le podium reste donc inchangé, même si le titre de vainqueur du classement général semble maintenant complètement acquis pour Sorato. Heureusement, chez les fans, nous aurons le droit à un peu plus de suspense, alors que l'américaine Annie Sanders est venue remporter l'étape devant la britannique Erin McNeice et la chinoise Lietong Zhang. Côté française, Zelia Abzou terminait 7e de la finale, alors qu'Oriane Berton échouait cruellement à la 11e place pour une poignée d'essais. Au général, pas de changement sur le podium, mais des écarts toujours serrés, tandis qu'Annie Sanders en profite pour dépasser Oriane Berton à la 4e place pour quelques points. Enfin, en difficulté chez les hommes, grosse surprise dans une finale au scénario assez dingue, avec la victoire sans conteste de l'Indonésien Putratri Ramadini et une première pour l'Indonésie en Coupe du Monde de difficulté. Derrière lui, on retrouvait le japonais Neo Suzuki devant l'éternel autrichien Jakob Schubert, qui réalisait sa 19e saison d'affilée avec au moins une finale de Coupe du Monde, simplement impressionnant. Ensuite on terminait avec la difficulté femme et le doublé historique pour l'américaine Annie Sanders qui aura largement dominé ses concurrentes et notamment la sud-coréenne Chae-yoon Seo, alors que la française Zelia Abzou s'immisçait sur le podium à la 3e place. Belle performance de la française donc avec une 2e médaille cette saison après sa victoire en bloc à Kechao, mais pour l'instant on retiendra avant tout la domination d'Annie Sanders qui devient la 4e athlète à réaliser un doublé bloc difficulté sur la même semaine après Sandrine Levet en 2003 à Édimbourg, la Slovène Janje Garnbret à 4 reprises de 2021 à 2025 et l'américain Colin Duffy en 2022. Au général de la difficulté, l'américaine est donc plus que jamais première avec 2 victoires en autant de rencontres devant la sud-coréenne Chae-yoon Seo qui en l'absence de Janje Garnbret sur certaines étapes semble être la seule à pouvoir rivaliser. Enfin côté calendrier, le prochain rendez-vous de la saison est déjà en cours à Innsbruck en Autriche avec la 5e et avant-dernière étape de bloc de la saison déjà, en sachant que la prochaine ne sera qu'en octobre à Salt Lake City, tandis que nous assisterons ce week-end à la 3e étape de difficulté de la saison. Et dans le reste des news avait lieu ce week-end le championnat d'Europe jeune de bloc à Soukuro en Hongrie, un rendez-vous extrêmement important pour toute la future génération de l'escalade sportive et nos jeunes français n'y manquaient pas. Parmi eux on retrouvait Camille Claude qui avec ses premières expériences en Coupe du Monde senior cette saison aura décroché l'argent dans la catégorie U19 derrière le jeune Itamar Harel alors que son compatriote Lilian Bogno finissait au pied du podium. On citera aussi la catégorie U17 où le français Esteban Tournus s'est octroyé le bronze à égalité de top avec ses deux adversaires, les Italiens Leonardo Donola et Pietro Franzoni, mais derrière aux essais. Pourquoi les Français sont-ils si bons en dalle? C'est une question qui taraude la scène internationale et sur laquelle sont revenus Mejdi Schalke et Oriane Berton dans une vidéo publiée en collaboration dans leur chaîne YouTube. Une vidéo dans laquelle, en plus de voir Oriane et Mejdi se challenger sur des dalles ouvertes pour l'occasion, une équipe d'ouvreurs décortique la manière dont se construit une dalle dans un procédé très intéressant. Le lien est en description. Est-ce que je vous ai déjà parlé de Janje Garnbret dans cet épisode? Non? Eh bien la Slovène vient de lancer il y a quelques jours sa chaîne YouTube et croyez-moi ou pas, je crois que cet événement a fait quasiment autant de bruit que son enchaînement de bibliographie avec pas moins de 170 000 vues sur sa première vidéo en même pas 3 jours, une vidéo dans laquelle elle revient sur sa tournée de compétition chinoise. Alors si vous voulez aussi suivre l'actualité de la meilleure grimpeuse du monde, n'hésitez pas à aller vous abonner et à regarder sa première vidéo, le lien est en description. Et dans le paysage vertical français, Hugo Parmentier, le grimpeur de 28 ans, libérait il y a un an la voie Génération Future sur le site de Céuse en France, une libération rare sur l'un des sites les plus connus du monde de l'escalade. Et bien Hugo vient de sortir avec son partenaire Millet une vidéo pour raconter le process derrière celle-ci, mais surtout pour partager avec nous l'esthétique quasi parfaite des 60 mètres de calcaire de la voie, le lien est en description.
Vous vous rappelez sûrement de l'accident mortel survenu sur l'île de Kalymnos en Grèce il y a quelques mois. Et bien suite à un premier rapport publié sur le site Crag Chemistry par David Reeves, il semblerait que la cassure survenue au niveau des points en place ne soit pas due à du sulfate, autrement dit pas due à l'environnement du point et sa proximité avec la mer, comme ce qui avait été avancé au départ, mais directement à une malformation dans le processus des goujons fabriqués par Petzl entre 2000 et 2005. L'article est d'ailleurs très détaillé à ce sujet et pour les plus passionnés, je vous laisse le lien en description. Et on termine ce reste du news avec l'allemande Lara Neumeyer qui est devenue la semaine dernière la première femme à réaliser en moins d'un an la trilogie alpine, à savoir 3 grandes voies extrêmes des Alpes avec Silbergeyer, 8B+, 6 longueurs dans le Ratikon en Suisse, End of Silence, 8B+, 11 longueurs dans les Alpes de Berchtesgaden en Allemagne et Des Kaiser Neukleider, 8B+, 9 longueurs dans le Wilder Kaiser en Autriche. Elle devient donc la 11e personne connue à avoir relevé le défi et la 2e femme seulement après Barbara Zangirl, une aventure que l'on pourra suivre dans un futur film Red Bull et Arc'teryx. Et voilà, c'est tout pour les news et maintenant on passe aux croix de la semaine. Et on commence sur le site de Logan Canyon aux États-Unis où Alison Vest vient d'enchaîner le bloc Ebony and Ivory 8B+, un bloc libéré par John Coy qui lui aura expressément conseillé de s'y rendre. Finalement, c'est à l'automne dernier qu'Alison aura trouvé la motivation pour tester le projet et après avoir enchaîné le départ debout Ebony 8A, elle aura dû revenir au printemps pour terminer le job sur le départ assis. D'ailleurs, Alison précise au passage que si la cotation du bloc était originellement proposée à 8C, elle préfère le considérer 8B+, bien que vraiment dans son style. Il s'agit donc là de sa 4e ascension dans la cote pour la canadienne et sa 3e en 6 mois. Et on continue avec de la voix maintenant et la très grosse ascension de l'italien Stefano Ghisolfi avec Rastaman Vibrations 9B sur la falaise de Céuse en France. Après un printemps dédié à l'escalade de bloc où l'italien aura connu ses plus belles réalisations, le voici de retour à la falaise sur un projet mythique libéré par l'allemand Alex Megos en 2022 et dans lequel l'italien avait justement mis les mains alors qu'il ne s'agissait que d'un projet. Revenu après un entraînement de bloc spécifique dans les bras, les 2 crocs lui paraissaient maintenant bien plus faciles et il ne lui aura fallu que 8 sessions pour l'enchaîner. Maintenant retour à l'entraînement et au bloc durant les prochaines semaines pour Stefano avant un voyage prévu à Flatanger en Norvège en août et en septembre prochain avec, on l'espère, de bonnes avancées pour Silence. Plus mythique encore que Rastaman Vibration, c'est sur le site de Squamish au Canada que le coréen Lee Sung-soo aura enchaîné la voie Dreamcatcher 9A, un tracé de rêve avec cette magnifique rampe fracturant un caillou parfait libéré par l'américain Chris Sharma en 2005 qui restera comme un petit événement pour le sud-coréen. Car si Sung-soo est bien connu pour ses multiples réalisations extrêmes en bloc, il s'agit là de sa toute première voie dans le 9e degré, une performance qu'il décrit comme un grand défi pour lui et qu'on espère le voir réitérer à l'avenir. Et on retourne sur du bloc maintenant avec l'une des meilleures performeuses mondiales, l'américaine Michaela Kirsch qui enchaîne le bloc Power of Zero 8C. À 31 ans, Michaela vient une nouvelle fois de faire trembler le monde du bloc mondial avec un voyage au Gotthard Pass en Suisse et une liste de blocs extrêmes. En effet, en plus de Power of Zero, en 2 semaines, Michaela aura également enchaîné le bien connu Hazel Grace 8B+, ainsi que 3 8A+. Concernant Power of Zero, un peu à l'image d'Alison, Michaela aura préféré considérer la cotation comme 8B+, voire même 8B, ce qui serait une sacrée décote, ayant trouvé une nouvelle méthode à l'aide d'un petit téton bien utile pour arriver jusqu'au bac final. En tout cas, malgré cela, ce trip de l'américaine nous montre encore une fois l'émulation qui règne actuellement dans le milieu du bloc féminin, avec des cotations extrêmes proches du 8C de plus en plus régulières. Et voilà, c'est tout pour cet épisode. Comme d'habitude, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez la rengaine, n'hésitez pas à soutenir la chaîne de toutes les manières possibles et imaginables, que ce soit avec des partages, des commentaires, des likes, un soutien financier sur la page Tipeee. Et moi, je vous dis évidemment à la prochaine. Tchuss!